À l'aube du 12 août 2025, un ultimatum a fracturé le silence diplomatique. En 48 heures, un État sahélien devait céder 60% de son or ou rembourser 5,6 milliards de dollars, transformant deux chiffres en menaces existentielles. Que se passe-t-il quand cette équation vise directement le pouvoir de décision et place Ibrahim Traoré face à un choix qui engage bien plus qu'un budget national? Une rupture historique se profile, capable de redessiner les règles du jeu africain. Ce récit promet d'expliquer comment une pression chiffrée peut reconfigurer, en quelques heures, des équilibres géopolitiques réputés immuables. Vous comprendrez les mécanismes réels derrière dette, or et souveraineté nationale. L'enjeu dépasse un différend financier, car l'ultimatum met en tension la capacité d'un État à décider pour lui-même, sans déclencher une spirale de sanctions, d'isolement et d'instabilité régionale. À ce stade, chaque option comporte un coût immédiat et des conséquences différées, souvent invisibles dans les communiqués officiels. Refuser, c'est risquer l'asphyxie économique et la pression diplomatique. Céder, c'est accepter une perte durable de contrôle sur des ressources vitales. Dans cet espace contraint, la figure d'Ibrahim Traoré devient un point de focalisation, non par personnalisation du pouvoir, mais parce que la décision finale concentre des années de dépendance structurelle. Le lecteur est invité à suivre une chaîne claire de causes et d'effets, depuis l'ultimatum initial jusqu'aux répercussions possibles sur le Sahel et au-delà. Ce parcours vise à fournir des repères concrets pour évaluer ce qui est réellement en jeu lorsque la souveraineté économique est mise à l'épreuve et pourquoi ce moment précis compte pour l'avenir régional. 70% de l'or, 48 heures, 5,6 milliards de dollars. Ces trois repères suffisent à comprendre que l'ultimatum reçu par le Burkina Faso n'était pas une négociation, mais une tentative de contrainte totale, conçue pour laisser aucune marge de manœuvre. À partir de ce moment précis, la crise cesse d'être financière pour devenir structurelle. Le télégramme, transmis à l'aube et rapidement authentifié par les services de sécurité, a agi comme un accélérateur brutal. En quelques heures, il a circulé au-delà de Ouagadougou, atteignant d'autres capitales africaines et révélant que l'enjeu dépassait largement un simple différend bilatéral. Cette diffusion imprévue a créé un climat de tension régionale, car elle exposait un mode opératoire rarement formulé avec une telle frontalité. La demande ne portait pas uniquement sur une dette existante, mais sur l'accès direct à des ressources nouvellement identifiées. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, plutôt que comme un acteur isolé. Informé très tôt, il interprète l'ultimatum comme l'aboutissement d'années de déséquilibre où les concessions minières et l'endettement servaient de levier politique. Sa première lecture est, et ça va être simple, répondre de manière fragmentée reviendrait à perdre le contrôle du tempo. Cette analyse déclenche une série de réunions d'urgence réunissant civils, militaires et responsables techniques afin d'aligner les informations disponibles. Le cadre général éclaire la gravité du moment. Le Sahel traverse déjà une phase de recomposition sécuritaire et économique, marquée par une défiance croissante envers les architectures financières héritées. Dans cet environnement instable, l'apparition d'un ultimatum aussi précis agit comme un révélateur. Il met en lumière la dépendance persistante aux flux contrôlés de l'extérieur et la vulnérabilité des États. État riche en ressources, mais pauvre en leviers institutionnels. Le mini-révélateur se résume ainsi. La pression financière n'est que la façade visible d'un rapport de force plus large, où le contrôle des matières premières conditionne l'équilibre politique régional. À partir de ce point, chaque décision prise engage bien plus que la gestion d'une crise ponctuelle. La séquence s'éclaire à travers des acteurs de terrain qui traduisent l'abstrait en conséquences immédiates. Un officier chargé de la sécurité minière décrit l'apparition de signaux inhabituels autour des sites aurifères, détectés quelques heures après la fuite du télégramme.
Des trajectoires aériennes irrégulières et des reconnaissances à basse altitude suggèrent une phase préparatoire, suffisamment concrète pour imposer un verrouillage rapide des accès stratégiques. Ce premier cas montre comment une pression diplomatique peut se matérialiser en risques opérationnels. Un second point d'observation vient des ingénieurs civils mobilisés sur les chantiers d'extraction. Il y rapporte des tentatives persistantes de maintien logistique par des sociétés étrangères, malgré des directives de retrait. Cette résistance administrative révèle une attente implicite. L'ultimatum devait s'exécuter, quoi qu'il arrive. L'effet immédiat est une surcharge de coordination pour l'État, contraint d'aligner sécurité, production et information sans délai. Au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré sert de repère décisionnel, non comme héros solitaire, mais comme agrégateur d'indices fragmentés. Le dossier technique présenté lors de la réunion d'urgence change la nature du débat. Il ne s'agit plus de temporiser, mais d'éviter une appropriation structurée des ressources. L'impact initial est double. D'un côté, la chaîne de commandement se resserre pour réduire les angles morts. De l'autre, le message envoyé à l'extérieur devient plus lisible, car l'ambiguïté disparaît. Ces premiers effets installent un cadre d'action contraint. Ils montrent que, dès les premières heures, la crise impose un choix de méthode autant qu'un choix politique. En filigrane, la souveraineté est testée, les décisions s'accélèrent et les conséquences deviennent difficiles à inverser. Avant l'ultimatum, la situation suivait un schéma connu. Les flux aurifères du Burkina Faso étaient majoritairement contrôlés par des acteurs étrangers, tandis que l'État conservait un rôle de supervision limité. Les revenus miniers alimentaient l'économie, mais laissaient peu de marge de manœuvre stratégique face aux créanciers et aux partenaires dominants. Dans ce cadre, la dépendance était structurelle et largement acceptée comme un état de fait. Le déclenchement rompt brutalement cette inertie. À 6h30, le télégramme impose un compte à rebours irrévocable. Céder l'or ou régler immédiatement la dette. La première réaction est administrative. Les ministères économiques activent leurs cellules de crise pour mesurer l'impact financier d'une telle exigence. Très vite, les simulations convergent vers le même constat. L'application de l'ultimatum provoquerait une paralysie immédiate des flux financiers et exposerait le pays à un effondrement budgétaire. En parallèle, les services de sécurité confirment des mouvements inhabituels autour des zones minières, signalant que la pression ne se limite pas aux mots. Le point culminant intervient lorsque ces informations se croisent. Les confirmations satellitaires, les tentatives d'accélération des opérations par certaines sociétés étrangères et la rigidité absolue du message initial composent un tableau cohérent. La crise change de nature. Elle n'est plus seulement diplomatique, mais opérationnelle. Les réunions se succèdent, souvent nocturnes, chacune alimentée par des données contradictoires provenant d'agences étrangères, d'observateurs régionaux et de sources internes. Dans cet environnement saturé d'incertitudes, Ibrahim Traoré tranche sur le tempo. Attendre l'expiration du délai reviendrait à accepter une perte de contrôle progressive. La décision de reprendre le contrôle intégral des mines marque le sommet de la séquence. Elle est exécutée sans ambiguïté. Les entreprises concernées reçoivent l'ordre de suspendre immédiatement leurs activités et d'organiser le retrait de leur personnel. Les dépôts logistiques sont sécurisés. Les convois d'or redirigés vers des installations sous contrôle national. Ce basculement est interprété à l'extérieur comme une rupture nette avec l'architecture économique occidentale, car il ferme toute possibilité de compromis tacite. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan interne, l'appareil d'État entre dans une phase de réorganisation accélérée. Les forces armées renforcent leur présence autour des sites stratégiques, tandis que les ministères ajustent en continu leurs décisions selon les informations remontant du terrain. Sur le plan externe, les premières réactions diplomatiques apparaissent. Communiqués d'urgence, rappels de représentants, pression multilatérale.
Les médias africains relaissent largement la séquence, soulignant ses implications régionales. Ce déroulé met en évidence une dynamique essentielle. L'ultimatum, censé contraindre, a en réalité compressé le temps décisionnel et forcé une clarification stratégique. En quelques jours, un système fondé sur la dépendance s'est transformé en confrontation ouverte, avec des effets durables sur la trajectoire politique et économique du pays. Avant l'ultimatum, la quasi-totalité des revenus aurifères formels échappaient au contrôle direct de l'État. Après la reprise en main, les flux commencent à se réorienter vers des circuits nationaux. Cette transition marque le passage d'une dépendance tolérée à une tentative de maîtrise opérationnelle, mesurable par quelques indicateurs clés soigneusement examinés par les cellules économiques et sécuritaires. Un premier repère chiffré s'impose, 70%. Cette proportion ne désigne pas seulement une part d'or exigée, mais l'ampleur d'une perte potentielle de souveraineté. Les analyses internes montrent qu'un tel transfert aurait privé l'État de l'essentiel, de son levier financier, à court et moyen terme. En clair, céder cette part revenait à neutraliser toute capacité de négociation future, car la ressource la plus stratégique aurait quitté le champ décisionnel national. L'explication est simple. Sans contrôle sur la production, les politiques publiques deviennent dépendantes de flux extérieurs imprévisibles. Un deuxième repère mérite attention. 5,6 milliards de dollars. Les simulations budgétaires indiquent que ce montant, exigé sans délai, aurait provoqué une rupture systémique. Il représente un niveau de contrainte incompatible avec la protection des infrastructures essentielles et la continuité des services publics. Les économistes soulignent qu'un remboursement immédiat aurait asséché les réserves disponibles, forçant l'État à arbitrer entre stabilité institutionnelle et satisfaction d'un créancier. Autrement dit, la dette n'était pas un instrument de régulation, mais un mécanisme de bascule. Un troisième repère complète le tableau, 48 heures. Ce délai extrêmement court constitue un indicateur opérationnel plus qu'un simple compte à rebours. Les responsables de la sécurité expliquent qu'en moins de 2 jours, il fallait sécuriser les sites miniers, protéger les convois et isoler les chaînes logistiques encore dépendantes de partenaires étrangers. Cette contrainte temporelle impose une coordination totale entre forces armées, administration et équipes techniques. Elle transforme une décision politique en épreuve de discipline collective. Ces 3 chiffres, pris ensemble, structurent le raisonnement qui s'impose au sommet de l'État. Ils montrent que l'alternative proposée n'était pas viable selon des critères rationnels. En reprenant le contrôle des mines, les autorités cherchent à créer un delta mesurable, réduire l'exposition aux pressions financières externes et augmenter progressivement la part de revenus orientés vers des mécanismes publics. Les premiers ajustements observés indiquent une redistribution partielle des flux, encore fragile mais suffisante pour modifier le rapport de force initial. Dans cette phase, Ibrahim Traoré s'appuie sur les données comme sur un langage commun. Les chiffres ne servent pas à convaincre l'opinion, mais à synchroniser les acteurs internes autour d'un diagnostic partagé. Les experts militaires confirment que la sécurisation rapide des zones sensibles diminue la probabilité d'ingérence directe. Les conseillers économiques estiment que la réorientation des revenus, même incomplète, ouvre une fenêtre de stabilisation budgétaire. La preuve quantitative ne tranche pas le débat à elle seule. Elle établit cependant un socle. L'ultimatum aurait conduit à une perte immédiate de souveraineté mesurable, tandis que la reprise de contrôle crée, malgré les risques, un espace d'action tangible. C'est dans cet écart entre contraintes chiffrées et réponses structurées que se joue la suite de la trajectoire nationale. Un premier argument avancé par certains observateurs internationaux présente l'ultimatum comme une pression financière classique. Selon cette lecture, l'exigence de céder une part majeure de l'or n'aurait été qu'un levier extrême destiné à accélérer des réformes structurelles jugées nécessaires.
Dans ce cadre, la rupture pédagogique opérée par le Burkina Faso serait interprétée comme une réaction excessive, ayant fermé la porte à une négociation graduée. Les partisans de cette thèse estiment qu'un report, même symbolique, aurait permis de gagner du temps et d'éviter une escalade diplomatique. Un second argument, plus pragmatique, insiste sur le risque d'isolement. Refuser l'ultimatum exposerait inévitablement le pays à des sanctions économiques, à des restrictions sur les importations essentielles et à une fragilisation des corridors logistiques régionaux. Cette position souligne que, même avec un potentiel aurifère important, un État enclavé reste vulnérable sans accès fluide aux marchés internationaux. La confrontation ouverte serait donc perçue comme un pari dangereux, susceptible d'aggraver l'instabilité intérieure et de réduire la capacité de l'État à répondre aux besoins immédiats de la population. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils s'appuient sur des précédents réels et sur une lecture prudente des rapports de force globaux. Pourtant, les éléments factuels issus de la séquence étudiée en limitent la portée. L'absence totale de propositions de négociation dans l'ultimatum, combinée à l'exigence simultanée de transfert d'or et de paiement immédiat, réduit fortement l'hypothèse d'une simple pression réformiste. De plus, les signaux opérationnels détectés autour des zones minières indiquent une préparation en amont, incompatible avec une démarche purement financière. La réponse du gouvernement s'inscrit alors dans une logique défensive structurée. En reprenant le contrôle des mines, il ne cherche pas à nier les risques d'isolement, mais à réduire une vulnérabilité plus profonde, la dépendance à des leviers externes capables de neutraliser toute décision souveraine. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'opère pas un rejet de la coopération internationale, mais une redéfinition de ses conditions. La décision apparaît ainsi moins comme une rupture idéologique que comme une tentative de rééquilibrage, fondée sur les contraintes observées plutôt que sur des hypothèses abstraites. Jusqu'ici, l'ultimatum pouvait être lu comme une pression extérieure extrême, mais encore circonscrite à un face-à-face financier. La révélation centrale survient lorsque les services de renseignement confirment que les activités observées autour des zones aurifères ne relèvent plus de simples signaux d'intimidation. Elles correspondent au premier mouvement d'un dispositif destiné à verrouiller l'accès au gisement avant même l'issue officielle du compte à rebours. Cette information modifie radicalement la lecture de la séquence. À partir de ce point, la crise n'est plus une question de dette ou de négociation asymétrique. Elle devient un test de souveraineté opérationnelle. Les indices jusque-là dispersés, rigidité du télégramme, accélération logistique de certaines sociétés, reconnaissance aérienne ciblée, s'assemblent en un schéma cohérent. Ce qui semblait être une menace conditionnelle apparaît désormais comme une stratégie déjà engagée. Cette bascule explique la compression du temps décisionnel. Attendre, même quelques heures supplémentaires, reviendrait à accepter une perte de contrôle irréversible sur le terrain. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'anticipe plus un risque futur. Il répond à une dynamique en cours. La décision de reprise en main n'est donc pas seulement préventive. Elle vise à interrompre une trajectoire déjà enclenchée. Le point médian du récit est clair. L'ultimatum n'était pas le début du jeu, mais la révélation d'une partie déjà avancée. Les effets de la décision se déploient rapidement, mais de manière inégale selon les acteurs concernés. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise de contrôle des mines impose une réorganisation accélérée des structures chargées de la gestion des ressources. Les ministères économiques renforcent leur capacité d'audit afin d'identifier les flux encore dépendants d'intérêts extérieurs, tandis que les forces de sécurité consolident leur présence autour des sites stratégiques. Cette centralisation accroît la cohérence décisionnelle, mais elle augmente aussi la charge administrative dans un contexte déjà tendu. Pour les entreprises, la rupture est immédiate. Les sociétés étrangères, jusqu'alors dominantes dans l'exploitation aurifère, perdent leur position logistique et doivent suspendre ou réviser leurs opérations. Cette perte crée un choc dans les chaînes d'approvisionnement régionales, car plusieurs contrats connexes deviennent caducs. À l'inverse, certaines entreprises locales
et régionales voient nous s'ouvrir un espace inédit. Elles sont toutefois confrontées à des exigences plus strictes en matière de transparence et de conformité, car l'État cherche à éviter toute reconstitution de dépendance opaque. Le gain potentiel est réel, mais il s'accompagne de contraintes nouvelles. Pour la population, les conséquences sont plus ambivalentes. D'un côté, la séquence alimente un sentiment de mobilisation et de fierté nationale, particulièrement visible parmi les travailleurs miniers et les jeunes diplômés. Les médias nationaux relaient l'idée qu'un recentrage des revenus pourrait améliorer l'accès aux services publics et réduire certaines inégalités territoriales. De l'autre, les incertitudes liées aux menaces de sanctions pèsent sur les prix des biens importés et sur le pouvoir d'achat. Les ménages entrent dans une phase d'attente prudente, partagée entre espoir de changement et crainte de répercussions économiques à court terme. À l'échelle régionale, l'impact dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Plusieurs États sahéliens, confrontés à des pressions similaires sur leurs ressources, observent la situation comme un test grandeur nature. Des discussions émergent autour de la mutualisation de la sécurité des corridors miniers et énergétiques, ainsi que de la coordination diplomatique face aux créanciers dominants. Cette dynamique suggère que la décision pourrait servir de précédent, modifiant les calculs stratégiques dans toute la zone. Dans cette phase, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un catalyseur. Sa décision agit comme un signal envoyé à différents niveaux, interne, régional et international. Les réactions qu'elle suscite montrent que le coût de l'ultimatum ne se limite pas à une équation financière. Il se mesure aussi en réajustement institutionnel, en recomposition économique et en repositionnement géopolitique. La conséquence la plus durable pourrait être là, la transformation d'une crise nationale en référence régionale pour la gestion souveraine des ressources. Dans une trajectoire de base, la situation se stabiliserait sans se normaliser complètement. Le contrôle national des mines serait maintenu, mais sous une pression diplomatique constante. Les flux économiques internes gagneraient en lisibilité, sans toutefois compenser entièrement la réduction des échanges avec les partenaires occidentaux. Les tensions resteraient contenues, car aucune partie n'aurait intérêt à une escalade directe. Ce scénario suppose une gestion prudente du budget, une coordination étroite avec les alliés régionaux et une capacité à absorber des chocs ponctuels sur les importations essentielles. Dans une trajectoire plus optimiste, la reprise en main produirait des effets visibles plus rapidement. Les infrastructures minières modernisées fonctionneraient à plein régime, permettant de dégager des revenus supplémentaires orientés vers des mécanismes publics. De nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs africains et asiatiques, ouvriraient des circuits commerciaux alternatifs. Cette diversification réduirait l'exposition aux pressions financières extérieures et offrirait un espace de négociation plus équilibré. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait renforcer sa stabilité politique et investir davantage dans l'énergie, l'agriculture et les services sociaux. La décision initiale apparaîtrait alors comme un point d'inflexion durable. Une trajectoire plus tendue reste toutefois plausible. Elle reposerait sur une intensification des pressions internationales, combinée à des restrictions commerciales ciblées et à une hausse des risques sécuritaires autour des sites stratégiques. Les infrastructures critiques pourraient subir des perturbations répétées, tandis que des acteurs internes chercheraient à exploiter l'instabilité. L'économie évoluerait sous contrainte, dépendante de soutiens extérieurs urgents pour éviter un ralentissement prolongé. Dans ce contexte, la cohésion institutionnelle deviendrait le facteur déterminant pour prévenir une fragmentation politique. Face à ces trois scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur une issue unique, la gestion des prochains mois gagnerait à être pensée comme une séquence adaptative. Si les signaux régionaux se renforcent, alors la coordination doit s'approfondir. Si les pressions économiques augmentent, alors les mécanismes de protection interne doivent être priorisés. Cette logique conditionnelle permet de préserver une marge d'action,
même dans un environnement incertain. Le choix initial ne garantit pas le succès. Il ouvre cependant un espace stratégique où les décisions futures compteront autant que l'acte fondateur. Pour les citoyens directement concernés, la crise ne se résume pas à des communiqués officiels, ni à des décisions prises au sommet de l'État. Elle se traduit par des ajustements concrets dans la vie quotidienne, parfois discrets, parfois immédiats. Les travailleurs du secteur minier en particulier ressentent les effets de la reprise de contrôle à travers de nouvelles règles d'accès, des procédures renforcées et une présence accrue des autorités sur les sites. Cette transformation génère à la fois un sentiment de protection et une incertitude face à l'évolution des conditions de travail. Dans les zones urbaines, l'impact est plus diffus, mais perceptible. Les débats autour de la souveraineté économique occupent une place croissante dans les médias et les espaces publics. Les jeunes. Ces jeunes diplômés, souvent confrontés à des perspectives limitées, interprètent la séquence comme l'ouverture possible d'un cycle différent, où les ressources nationales pourraient être mieux mobilisées pour l'investissement local. Cette attente nourrit un engagement symbolique, mais elle reste fragile, tant que les retombées concrètes ne sont pas visibles. À l'inverse, certaines catégories de la population expriment des inquiétudes plus immédiates. Les ménages dépendants des produits importés observent avec attention l'évolution des prix et redoutent les effets indirects de potentielles sanctions. Cette tension entre espoir collectif et prudence individuelle façonne un climat social nuancé, loin d'un consensus uniforme. Pour les acteurs de la société civile, la période devient un moment de clarification. Les organisations locales cherchent à se positionner comme relais d'information et comme garde-fous face aux dérives possibles. Elles rappellent que la souveraineté économique n'a de sens que si elle s'accompagne de mécanismes de transparence et de redistribution équitable. Ainsi, la décision politique résonne bien au-delà des cercles dirigeants. Elle engage des attentes, des craintes et des projections qui conditionneront la solidité du soutien social dans les mois à venir. C'est à ce niveau, souvent moins visible, que se jouera une part décisive de la trajectoire engagée. La phase suivante s'organise autour d'une feuille de route en plusieurs étapes, conçue pour transformer une décision d'urgence en stratégie durable. La première priorité consiste à structurer une gouvernance minière consolidée. Une cellule interministérielle est chargée d'harmoniser les opérations civiles, militaires et techniques, avec un mandat clair, sécuriser les sites sensibles et surveiller en temps réel les tentatives d'ingérence. L'efficacité de ce dispositif se mesure par la diminution des incidents et par la continuité des flux sous contrôle national. La deuxième étape porte sur le levier financier. Une partie des revenus issus de la reprise en main est orientée vers un mécanisme public de stabilisation, destiné à amortir les chocs économiques et à financer des infrastructures clés. Les indicateurs suivis privilégient la régularité des recettes et la capacité à maintenir des liquidités suffisantes sans dépendre d'apports extérieurs conditionnés. Cette discipline budgétaire vise à réduire la vulnérabilité aux pressions futures. La troisième étape élargit l'horizon au niveau régional. Des partenariats sécuritaires et logistiques sont activés avec des États voisins afin de protéger les corridors d'exportation et de renforcer la coordination diplomatique. Le succès se lie dans la fluidité des échanges intra-régionaux et dans la capacité à parler d'une voix plus cohérente face aux acteurs dominants. Enfin, une dimension informationnelle complète l'ensemble. Ibrahim Traoré mise sur une diplomatie de transparence, fondée sur des communications régulières, appuyées par des données vérifiées. L'objectif n'est pas la surenchère rhétorique, mais la stabilisation du récit officiel face aux narratifs concurrents. Pris ensemble, ces leviers dessinent une trajectoire pragmatique. Ils ne promettent pas l'absence de risques, mais ils offrent une méthode pour les contenir, en reliant sécurité, finance et diplomatie dans une logique séquentielle. Le fil conducteur de cette séquence ramène à une scène apparemment anodine, une réunion d'urgence, des informations éparses, puis un dossier technique posé sur la table. Ce geste, presque silencieux, relie les signaux du terrain aux choix politiques. Les officiers, évoquant des mouvements inhabituels,
les ingénieurs décrivant des pressions logistiques persistantes, et les décideurs confrontés à des chiffres impossibles à ignorer se retrouvent soudain dans une même trajectoire. Avec le recul, cette convergence apparaît comme le véritable tournant. Elle montre que la crise ne s'est pas jouée uniquement dans les échanges diplomatiques, mais dans la capacité à assembler des indices dispersés pour en tirer une décision cohérente. À cet instant, Ibrahim Traoré ne cristallise pas un pouvoir personnel, il incarne une fonction, celle de transformer des alertes fragmentées en lignes d'action lisibles. La portée émotionnelle tient précisément à cette simplicité. Il n'y a pas de grand discours fondateur, seulement un choix assumé sous contrainte. Les conséquences, parfois abruptes, ont ouvert une transformation plus profonde, perçue par d'autres États comme une démonstration de résistance institutionnelle. La souveraineté commence par un choix clair. Ce rappel donne au récit sa cohérence finale. Il souligne que derrière les chiffres et les scénarios, ce sont des décisions humaines prises dans l'urgence, qui redessinent durablement les trajectoires collectives. Au terme de cette séquence, la question centrale ne porte pas seulement sur une décision prise dans l'urgence, mais sur ce qu'elle révèle d'un moment historique plus large. L'épisode burkinabé invite à réfléchir à la manière dont les États riches en ressources peuvent redéfinir leur place dans un système international fondé sur des asymétries persistantes. Il ne s'agit pas d'ériger un modèle unique, mais d'observer comment des marges d'action peuvent émerger lorsque les règles implicites sont contestées.